moi je suis président d'une asso où je vais pas plus gagner que les 3/4 d'un SMIC. Mais avec quelle joie je suis capable d'aller parler de ce projet et de faire briller des yeux et de voir des gens heureux et qui se posent des questions et qui sont peut-être capables demain de déclencher des yaourts maison. Et ben, c'est juste fabuleux. Quand j'ai gagné ça, moi j'ai tout gagné. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur 2, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous. En plein été, je reçois quelqu'un qui symbolise l'été justement. Moi je trouve l'abeille ça symbolise l'été aussi. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Voilà, donc je suis avec Sébastien Roger. Je ne vais pas vous dire ce qu'il fait parce que si je vous dis ce qu'il fait, je biaise un petit peu tout ça. On va démarrer tout de suite et puis vous allez découvrir au fur et à mesure, certainement que vous avez vu sur la vignette si vous êtes connecté sur le podcast ce que fait Sébastien. Mais voilà, je vais le laisser lui en parler. On va démarrer tout de suite par le portrait chinois parce que je suis persuadé que le portrait chinois va déjà vous donner une petite touche de ce qu'est Sébastien. Donc Sébastien, si je te dis un lieu, quel est le lieu qui te vient en premier à l'esprit ? Le lieu, moi, ça serait la Nouvelle-Zélande où j'ai habité pendant une année. Okay. Un territoire extensif que j'ai découvert complètement fabuleux, avec des zones où l'agriculteur chez qui j'étais m'emmenait en me disant tu vois ici, Seb, certainement qu'aucun être humain n'est jamais passé. Waouh. Voilà. Ok, d'accord. Nouvelle-Zélande. Tu vois, Nouvelle-Zélande. on se connaît et je savais même pas que tu habité en Nouvelle-Zélande. Je trouve ça génial. Si je te demande un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait déjà plutôt sucré ou salé ? Plaisir gourmand, non, c'est un plaisir que je pratique depuis 2 ans, qui est le pain au levain. Exact. Tu vois, donc c'est un peu sucré, un peu salé. On met un peu de sel dedans, mais le sucre, on n'en met pas du tout dans le pain au levain. Ce qui fait qu'il n'y a pas de pic glycémique et c'est un être vivant, ce pain au levain. Donc c'est pour ça que je le choisis, lui, et il est très nourricier. Ok. Et tu cultives, c'est ça, on dit ça ? On dit cultiver son levain ou... Ouais, on peut dire ça, il n'y a aucun problème, c'est ok. On peut élever du levain, en fait, c'est une bactérie aérobie qui se nourrit tout simplement de ce qu'on lui donne. Et puis, si on la met au frais dans le frigo, elle va plus se développer. Et puis, si on la sort et qu'on la renourrit, comme je l'ai fait ce matin, parce que je le ferai moi cet après-midi pour cette semaine, et à ce moment-là, elle va se redévelopper à condition qu'elle ait à manger. Donc, il faut lui donner à manger. Ok, très bien. Si je te demande une passion et ou un passe-temps, parce qu'il peut y avoir deux choses différentes. Je dirais, je réfléchissais, tu m'avais posé les questions tout à l'heure, c'est bien pas une sûr. surprise, et je pense moi à l'observation du vivant, voilà, où là je suis en bien-être intérieur dès lors que je me pose et que j'observe le vivant. Alors c'est très large. Là j'étais dans l'Aisne ce week-end et l'observation du chevreuil. J'étais avec mes bébés oies pour les baigner pour la première fois dans une rivière, voilà, donc les regarder jouer avec l'eau, c'était fabuleux. Donc s'arrêter, se poser et regarder le vivant qui est là. Ok, donc on reparlera des bébés oies après, on expliquera un petit peu quelle est ta démarche, mais effectivement ça vaut le coup de faire une parenthèse. Et dernière question du portrait chinois, si je te demande une personne qui t'inspire, qui compte ou qui t'a inspiré ou qui a compté, et tu peux en citer plusieurs dans ta vie, dans ton parcours. Une qui a déclenché mon entrepreneuriat, c'est Jack Welch. Jack Welch, pas pour ce qu'il a fait, il était patron de General Electric pendant pas mal d'années, donc gros groupe industriel. Ce qu'il a fait, j'admire pas forcément, mais la démarche de ce qu'il a cultivé pour chercher son remplaçant toute sa carrière, et surtout la préface d'un de ses livres que un de mes managers chez Decathlon m'avait offert quand j'étais chez Decathlon, et m'avait dit lis ce livre, tu vas aimer. Et c'est ce qui fait que j'ai quitté Decathlon alors que c'était une super boîte, mais voilà, je les ai quittés. Il disait dans sa préface, lisez cette préface et puis reposez le livre et allez dormir.
Et dans la préface, il commençait comme ça en disant imaginez-vous le jour de votre enterrement. Qui est venu à votre enterrement et pourquoi les gens sont là autour de votre cercueil. Et on perd cette notion d'avoir pour arriver sur la notion d'être. Voilà. Punaise, je peux peut-être arrêter même le podcast directement maintenant. Bon, non, on va quand même continuer, mais voilà, ouais, j'avais déjà vu, alors pas de Jack Welch, je savais pas qu'il avait cette logique, mais il y a un autre bouquin qui parle de ça en disant posez-vous sur ce qu'on dira de vous à votre enterrement et ça va déterminer ce qu'il vous reste à faire sur le reste de votre vie. Donc on est à peu près dans la même logique. Une question avant de parler de ton parcours et de te laisser la parole et de dire qui tu es. Tu as grandi dans un environnement où il y avait de l'entrepreneuriat ou autre, ou tu es plutôt quelqu'un qui par lui-même s'est déterminé autour de ça. Enfin, explique-nous un petit peu juste l'environnement, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que pour être entrepreneur, il faut que papa l'ait été, ou il faut que le frère le soit. Enfin bref, il faut qu'il y ait de l'inspiration autour. C'est pas toujours le cas, mais des fois c'est le cas. Donc, Moi, j'étais le grand frère d'une fratrie de 4 mecs. Alors mon grand-père était un très gros entrepreneur parce qu'il avait un énorme groupe industriel en France et européen. Et en fait, ça n'a pas été repris par des gens de la famille. Ma maman avait une fibre entrepreneuriale dans le sens, et je lui ai dit la dernière fois qu'elle m'avait vraiment fait un des plus beaux cadeaux qui soit, c'est de me laisser développer mes idées. Des fois de gueuler, parce que c'était terrible d'avoir des hamsters dans le bureau dans ma chambre qui se reproduisaient, d'avoir mes bébés oies qui chiaient sur la moquette de ma chambre. Donc c'était dur pour elle, je pense, à certains moments. Mais elle a laissé libre cours en fait à cette créativité qui était en nous. Je pense parce qu'elle l'avait vécu avec son papa qui lui-même l'a laissé. Elle me racontait des histoires où elle allait dans l'usine le week-end et puis elle s'amusait à sauter sur les caisses qui étaient prêtes à partir de mayonnaise et les tubes qui éclataient dans le camion. Et jamais son papa ne l'a dit à sa maman pour qu'il n'y ait aucune réprimande. C'est-à-dire que l'usine devait être un lieu d'amusement pour ma maman et elle a réussi, je pense malgré elle, je suis ému, mais malgré elle, à reproduire ça en laissant l'enfant jouer avec ce qu'il est, c'est-à-dire un enfant. Voilà. Et de là, du coup, ça va déclencher, je pense, le fait de se dire, ok, là j'ai eu des échecs, je me suis pas trop fait engueuler. Et puis là, j'ai ma petite réussite et c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est-à-dire que ces petits pas qui deviennent de plus en plus grands mènent l'individu à la confiance en lui. Et aujourd'hui, on voit pas mal d'adultes qui ont perdu cette confiance en eux et ils doivent la retrouver de cette manière-là pour moi. C'est des tout petits pas. Et cette nature, elle invite elle offre ces petits pas. Elle les rend possibles. Merci pour ce moment. Merci beaucoup. On commence à découvrir qui tu es, mais le meilleur moment pour découvrir qui tu es, c'est en te laissant nous raconter un peu ton parcours, ce qui t'a amené aujourd'hui à être président de l'association Erin. Donc je ne sais plus si c'est Erin Transition ou si c'est... c'est Erin, voilà, dans sa globalité. Erin dans sa globalité. Tu nous expliqueras justement tout ce qui gravite autour d'Erin, mais voilà, ce parcours qui... comme tu l'as déjà laissé entrevoir, n'est pas linéaire, où tu n'as pas tout de suite été président d'association et tu l'es depuis tout jeune, mais tu as justement laissé les choses se monter petit à petit. Donc écoute, je vais te laisser la parole, je vais te laisser nous expliquer qui tu es et ton parcours, ton cheminement. Alors j'ai expliqué un petit peu petit, voilà, enfance heureuse, il n'y a pas de choses difficiles dans mon enfance et plein de choses heureuses liées à la nature. C'est un élément déclencheur parce que en fait, tout a démarré par un lapin. Voilà, j'étais en 5e et avec un de mes potes, on se dit tiens, on a envie d'acheter un lapin. Alors on traînait toujours dans des lieux avec plein d'animaux. Enfin, nous, c'était notre trip. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de tout ça. Donc, nous, notre trip, c'était d'aller voir un élevage de lapins, d'aller essayer d'attraper un lapin de Garenne, observer les faisans, tirer des pigeons dans une ferme où ils étaient envahis. Bon, voilà. Et j'achète le mâle, il achète la femelle. Et c'était des lapins californiens, un élevage à Sailly dans le Nord. Et puis ce qui devait se passer se passe, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent et puis la nature fait bien les choses. Et donc on a la première portée qui arrive avec les lapros. Et à la base, ce lapin, il n'avait pas pu rentrer chez moi. Ma maman avait interdit. Il devait rester dans le garage. Dans le garage, il faisait noir. Et donc, on était tristes, nous les enfants, pour lui, parce qu'il était petit. Il faisait la taille d'un poing, quand il est arrivé. Et maman, au bout de 24 heures, elle a craqué. Donc, il est rentré dans la maison, dans la cuisine.
Donc, petit dans la cuisine, il s'est familiarisé très vite avec l'environnement familial, les bruits, 4 mecs qui le prenaient sur lui tout le temps. J'étais le plus grand en 5e, donc tout petit les autres. Et il est devenu familier au point de... Il adorait les carambars, par exemple. Il sautait sur nos genoux quand on mangeait des glaces pour lécher la glace avec nous. Donc voilà, il est devenu vraiment l'animal du foyer et on l'a appelé Balthazar. Et c'était le père, forcément, d'une grande dynastie qui allait arriver, puisque il s'est reproduit. Et très vite, au bout de la 3e portée, mes parents ont dit attendez les gars, qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce qu'on va quand même pas garder 50 lapins à la maison, c'est pas possible. On était en ville avec un petit jardin. Et donc, on a dû penser avec mes frères à se dire qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant. Et on a abattu nos premiers lapins. Voilà, donc, et souvent les gens me disent waouh, mais c'est terrible, comment tu es capable d'abattre quelque chose que tu as élevé. C'est-à-dire que je vais élever avec la plus grande passion et la plus grande attention, comme un parent. On expliquera tout à l'heure peut-être les oies. Et pour autant, beaucoup d'êtres humains sur Terre mangent du poulet, mangent du lapin, et ça pousse pas dans une barquette à Auchan. Voilà. Donc nous, on apprend à s'en occuper correctement, faire en sorte qu'ils vivent bien, qu'ils mangent bien, et puis après, la fin de vie, ils nous donnent une protéine aussi, et c'est une suite logique. Et du coup, ce premier lapin déclenche un peu une fibre entrepreneuriale, parce que derrière le lapin, il y a des canards, il y a des poules qui se mettent à couver des cailles, il y a des cailles de Chine, des cailles des blés, il y a des écureuils, il y a des hamsters, il y a des lézards, il y a des boas. Il y a un certain nombre d'animaux qui arrivent à la maison, qui deviennent envahissants. Moi, je vais en cours avec des animaux sur moi. Je vais en cours de philo Saint-Rémy-à-Roubaix avec une trousse dans laquelle j'avais mon coton et mes bébés hamsters russes qui font un pouce quoi. Quand ils naissent, c'est trop mignon. Donc, ils viennent sur la table au fond de la classe et puis forcément, c'est la galerie qui s'amuse quoi. Et puis, on les vend au fur et à mesure à des gens. Du coup, on est déjà en train d'essaimer quelque part le bien-être que le vivant peut procurer, parce que j'en parlais encore avec ma grand-mère qui a 99 ans ce week-end. Elle adore mes bébés oies et elle me dit quelque chose. Elle me dit mais l'animal ne te fait jamais de faux plans, et l'animal il est pas dans l'avoir. D'accord, il est uniquement dans l'être. L'animal, il n'a pas cet avoir que nous on a développé les hommes. Donc voilà, je grandis avec ça. Et alors après, je me mets à faire des sonos, DJ, pour payer les études et puis surtout payer pas mal d'amusement. Et puis on fait pas mal de soirées avec mon frère, on investit dans la sono. Et je fais une école de BTS à Genève, agricole, et puis ensuite une école d'ingénieur sur l'île dans l'agroalimentaire. Et je pars travailler en Nouvelle-Zélande, on l'a dit tout à l'heure, où là je vois un système complètement extensif qui m'émerveille, avec des zones complètement inexplorées, des pêches fabuleuses, j'adore la pêche, avec des poissons qui faisaient ma taille. J'avais des articles de requins de 35 kilos, 1 heure de bagarre pour les remonter, enfin fabuleux quoi. Et je reviens et puis je travaille dans des boîtes assez classiques, je ne sais pas si on peut les citer, mais Unilever, et puis ensuite Intermarché en Espagne, et puis où je fais de l'audit, et puis ensuite dans la qualité alimentaire, puis ensuite je rejoins Decathlon, après un premier virage où en fait je me sens pas très bien, après avoir fait de l'agroalimentaire et de l'hygiène, qualité, sécurité, environnement, et donc je fais un bilan de compétences avec une psychothérapie, parce que je me sentais pas bien à ce moment-là, mais au point de ne pas dormir la nuit, du tout. Okay. Pendant genre 2-3 mois, à un moment donné où j'étais passé de Intermarché Espagne audit à Pomona, super boîte, avec des gens super que j'ai croisés, mais qui à un moment donné, je me sens pas à ma place, je passe de terrain, pratique, écoute, rencontre de gens, à bureau, responsable qualité de 4 usines, et puis devant un tableau où je présente des indicateurs pour faire plaisir à des clients. Et c'est comme ça que je l'ai vu, et sûr. Je m'y retrouvais pas. Et donc je me suis vraiment senti mal au fond de moi-même. Et puis ce bilan dit pars dans le commerce. Ok. Alors je toque aux portes de la distrie et puis Decathlon m'ouvre les bras, et du coup je rentre chez Decathlon et je m'éclate vraiment. Responsable de rayon nature, chasse, pêche, équitation. Donc là je suis fin heureux. Près de Lens pendant 8 mois, après directeur d'un petit magasin à Cambrai pendant 10 mois, et puis directeur d'un plus gros magasin anglo pendant 1 an. Et je rencontre des gens super, Patrick Stassi, qui est maintenant chez Kaby, Philippe Usan, des gens qui vraiment m'ont appris plein de choses, chacun apportant sa singularité, son expérience. Je fais mes expériences. Ce qui est fabuleux dans ces boîtes-là, c'est qu'on peut les faire. Ouais. Et que, allez, si on a un bon boss, je pense que j'ai eu que des bons boss chez Decathlon. En fait, il est derrière nous. Ça veut dire que le jour où il y a des belles erreurs, j'en ai fait quand même des sacrées grosses. En fait, il est derrière. Et puis, il pousse à nouveau l'entrepreneuriat.
Je me vois faire une fête du chien quand j'étais responsable de la chasse, pêche, équitation, avec 120 chiens qui débarquent dans le magasin. Wow. Il y avait un jury de vétérinaires, de beauté canin, etc. Parce que derrière, moi, je vendais des croquettes. Il y avait un côté mercantile. Et puis, avec les chiens qui chient sur les tentes du responsable du rayon montagne, enfin, le bordel intégral pendant. Voilà. Et puis, faire une grosse fête de 20 ans du magasin avec Sono. J'étais à la Sono, moi, derrière. Et puis, j'avais fait l'organisation. Il m'avait confié toute cette partie événementielle à l'époque, le directeur. Et que j'ai reproduit après sur les autres magasins où on a toujours fait des trucs, des événements festifs sympas, quoi. Donc, entrepreneuriat qui encore est réavivé à ce moment-là. Et puis avec ce livre de Jack Welch, on en parlait au début, qui me dit à un moment donné, j'avais eu mon premier enfant Marius qui a maintenant 12 ans et qui va avoir 13. Et puis là, il avait 5-6 mois. J'étais directeur de magasin, j'étais passé en centrale d'achat après pour Between. Et puis là, je me dis, bah merde, je lis ce livre qui me dit, mais pense à ta raison d'être, en fait, et non pas d'avoir. Et là, je me dis, bah merde, j'ai une de mes raisons d'être. Maintenant, je suis papa, c'est mon fils quand même. Et je ne l'ai pas vu depuis 6 mois. Et donc, je me dis, je ne peux pas rester dans un boulot qui m'avale autant. Et ce n'est pas Decathlon qui m'avalait, c'est moi qui décidais d'être avalé chez Decathlon. Et du coup, je me dis, je quitte. En très bons termes. Hein. Encore une fois, je redis, c'est vraiment une boîte que j'ai adorée. Et je quitte Decathlon avec la volonté de créer ma première boîte, mais par contre, de m'arrêter de travailler à 15h pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Donc j'y arrive pas tout à fait. D'accord, je rentre chez moi à 17h au début. Mais j'ai la volonté et la cible d'arrêter à 15h. Voilà, donc je démarre plutôt tôt et puis hop. Et je me mets dans tout de suite des modèles plutôt vertueux. Là, en l'occurrence, j'aime bien le commerce. Je distribuais des photocopieurs, donc je faisais du porte-à-porte. Je vendais une marque Xerox qui est assez connue. Mais je mettais dedans des tonnerres qui étaient remanufacturés dans le Nord. Donc je faisais l'économie à la planète de 10 litres de pétrole qui était la coque d'un tonnerre. Ça marche, ça décolle assez vite, avec une particularité, c'est que j'utilise des tutos sur YouTube que je mets, donc j'ai une chaîne où il y a plus d'1 million de vues, là, si vous regardez, et où en fait, les gens auto-réparent leur imprimante. Ce qui fait que le coût du leasing, il n'y en a pas. Donc l'imprimante est offerte, en échange de quoi les gens prennent des tonnerres qui sont remanufacturés dans le Nord et on joue la partie environnementale et auto-réparation. Et donc, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, je me dis, bah, qu'est-ce qu'on peut maintenant faire, nous, avec l'équipe. Je leur dis, bah, prenez vos bottes et prenez un casque de cheval et on se rejoint à Bondu à tel endroit. Puis, en fait, ils arrivent et ils montent dans un petit avion. Et ils partent au-dessus des Flandres et ils partent avec un cahier des charges. Ils ont 1 heure pour penser à un nouveau modèle. Wow. Donc je leur mets un petit cahier des charges, donc eux au taquet. Moi je monte même pas dans l'avion, comme ça il n'y a pas de débat, j'influe rien. J'ai influé parce que j'ai posé des questions et je leur ai imposé une prospective. Et du coup derrière, eux reviennent avec impression 2D, impression 3D. Voilà. Et là on se dit ok, donc on part dans la 3D. Donc on commence à s'investir dans le monde de la 3D. On recrute une fille qui est spécialisée, Manon, qui est très importante maintenant dans mon parcours et qui, elle, est infographiste 3D, a fait pôle 3D, etc. En se disant quel modèle on peut prendre dans l'impression 3D qui amène un petit peu de redondance, qui nous permettrait de vivre, quoi. Et là on se dit, mais en fait, si on regarde le corps humain, chaque partie de notre corps est absolument unique. Il n'y a qu'à regarder les empreintes digitales. Voilà. Donc le nez est lui aussi unique. Voilà. Qui plus est, un nez d'asiatique n'est pas le même qu'un nez d'africain, qui n'est pas le même qu'un nez d'européen, et les Européens entre eux évidemment n'ont pas le même pont, les largeurs temporales, etc. Donc on se dit ok, on va sur ça. Et donc on crée une boîte qui s'appelle La Lunette Française. Et on part à la conquête d'opticiens avec Antoine, que je croise à ce moment-là, qui était le papa d'une fille qui était dans la classe de mon fils Marius, voilà, avec qui on s'entend bien, qui lui est développeur informatique. Plutôt au vol, il a développé les simulateurs de vol pour l'A320 d'Air France, etc. Enfin, voilà. Et donc lui, je galérais à ce moment-là dans ma nouvelle boîte parce que j'arrivais pas à trouver une boîte qui me fasse un logiciel de reconnaissance faciale simple, intuitif, pour les opticiens. Ouais. Donc lui me rejoint, il prend en charge cette partie et puis on part à la conquête du coup de l'optique. Et puis on fait une première levée et puis du coup ça fonctionne bien. On développe reconnu Silmo d'or, donc c'est vraiment la palme, Silmo coup de cœur, pardon. C'est la palme du Salon international de l'optique. Des reportages sur France 3, on vit vraiment une super période assez euphorique où on gagne pas d'argent. Voilà. On en perd un peu. C'est pour ça qu'il y a la levée, il y a la BPI qui nous aide, etc. Et puis, in fine, on s'amuse énormément. Donc, on fait tous nos tests, on se plante à nouveau. Donc, vraiment entrepreneuriat pur.
Je vends parce qu'un organisme de levée de fonds pour la deuxième levée de fonds nous demande. Donc on avait là 55 magasins dans 4 pays. On avait ouvert l'Irlande, on avait ouvert l'Allemagne, on avait ouvert la Suisse et on avait la France. Et on avait 55 partenaires qui nous faisaient confiance, qui commençaient vraiment à vendre. C'est-à-dire qu'assez simplement, on s'asseyait devant une caméra chez l'opticien, ça captait un nuage de points, il y avait une dizaine de formes de base et puis là on pouvait les retravailler dans le design. Et surtout, ça permettait 15 jours après d'avoir une lunette livrée sur mesure, fabriquée au nord de Paris, par l'usine qui fait les mascaras Révolution de chez Chanel. D'accord. Donc une usine d'impression 3D assez futuriste. Nous, on faisait la finition de nos lunettes. Et on était encore dans un truc vertueux, c'était de dire arrêtons l'import massif de lunettes, où je ne les citerai pas, mais certains vendent une lunette, la deuxième est gratuite. Ouais. Maintenant, ils font mieux, c'est que la troisième est gratuite. Et il y a mieux qui arrive, je vous le dis déjà, là, mais je ne devrais pas le dire. C'est que maintenant, ils vont en proposer une gratos aussi pour votre chien. Ça, c'est une blague. Ça veut dire qu'en fait, ça va assez loin dans le modèle. Ouais. Ils sont capables d'offrir parce que ils ont fait une production massive à un autre bout de la planète. Et en fait, tout ça, pas de sens, puisque chaque visage est unique et qu'il y a la possibilité pour 200 € d'avoir une lunette sur mesure fabriquée en France. Bon, résultat, on plante la boîte. Ouais. Résultat, on plante la boîte parce que la deuxième levée, on me demande de vendre ma première boîte. Donc, je vends la première boîte. Et puis la deuxième boîte, en fait, on n'a pas la levée, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas les fonds en dernière minute. D'où ce qui est aussi en moi maintenant, on en parlait avant le podcast sur attention sur les levées de fonds, de ne pas faire n'importe quoi. Mais on apprend plein de choses et donc là, on est repris à l'euro par un gros groupe chez qui je travaille du coup, où je vais faire de la prospection sur des nouveaux marchés dans l'impression 3D, dans le médical, dans l'aéronautique, donc très très intéressant. Je bosse chez eux pendant 6 mois. Et mon ancien associé qui était dans les lunettes, lui avait une boîte de parquet. Il distribuait une grande marque, je ne cite pas, qui s'appelle Quickstep, Tu peux citer. voilà, qui est une marque cycliste, et aussi par le sponsor. Et du coup, lui me dit, viens Seb me rejoindre, ce sera plus sympa de bosser à deux. Et donc, je le rejoins, et puis lui, il avait cette force de développement informatique, et il ne l'avait pas fait encore dans sa boîte. Mais il était quand même sur Internet depuis 12 ans. C'était le premier à vendre du parquet par Internet. Et du coup, on observe le marché. Et là, je rencontre des acteurs, des gros acteurs, des gens très haut placés, par exemple chez Kiloutou, Saint-Maclou. Voilà. Et notamment, je me rappelle d'un monsieur chez Kiloutou que j'adore. Je ne citerai pas son nom, mais je l'adore. C'est un clin d'œil. Et avec qui on mange, et il me dit quand même, les artisans, ils sont un peu pas arriérés, mais en termes de digital, c'est quand même... Et là, je lui dis, mais en fait, t'as rien compris. T'as rien compris, parce que eux, le seul truc qui les tient en lien au monde sur un chantier, c'est quoi ? Mais c'est leur smartphone. Donc eux sont hyper connectés, en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes comme les tiennes ne leur donnent pas d'outils facilitants. Et donc, nous, on monte un outil avec la fonction native du gyroscope sur smartphone. D'accord ? C'est natif maintenant, qui permet aux artisans de faire le tour de votre pièce dans votre maison, en un clic d'avoir le plan digital, mètre carré, mètre linéaire. Quand vous rajoutez la référence de parquet, vous avez votre devis en 3 clics. Et là où l'artisan, d'habitude, vous appelez 10 artisans, il y en a 2 qui viennent au rendez-vous chez vous, puis si vous avez de la chance, vous aurez un devis dans 15 jours. Mais là, en fait, le mec, il se rue chez les clients parce qu'il fait le devis 2 clics. Et il passe pour le mec super pro. Et en un clic, il le mettait en commande. Et nous, on avait développé une logistique de pointe, accompagnée encore par la BPI à nouveau, pour mettre à disposition à J+1 la marchandise sur un drive. Ce qui fait qu'après, la pause pouvait être faite dans les 3 jours. Si tant est que le planning de l'artisan le permet. Bien sûr. Le Covid arrive, on explose. On explose littéralement. Forcément. Parce qu'on était antérieurement, à cette époque, par exemple, un de nos gros concurrents, je ne le citerai pas cette fois-ci, n'avait pas encore de site internet à ce moment-là. Et donc nous, on était les seuls à vendre du parquet par internet. Avec des liens avec la frontière, les gardes aux postes frontières, etc., qu'on voyait tous les jours, qui nous laissaient passer pour aller chercher notre cam en Belgique. Et on faisait partir un 33 tonnes par jour, partout en France. Donc on explose littéralement. Et avec, très rapidement, la volonté de mettre les artisans en réseau et de leur offrir bien plus que du parquet. C'est-à-dire qu'on faisait une soirée tous les mois et on avait développé encore en plus un petit déjeuner dans lequel on travaillait avec eux la raison d'être, la gouvernance, un KPI, c'est quoi dans une boîte, voilà. Et comment est-ce que je peux structurer mon entreprise. Et du coup, vous devenez en fait bien plus que le simple artisan, quoi. On lance dans la foulée Artisan Néo, le nouvel artisan. C'est une plateforme digitale de mise en relation de travaux
qui fonctionne très bien la première année. Et puis mon associé me dit à un moment donné, bon Seb, on s'était mis en lien, le deal c'était de bosser ensemble, de faire monter cette boîte et puis que moi je puisse faire autre chose. Et maintenant je veux partir faire autre chose. Il voulait partir peindre dans le sud et donc il est devenu peintre dans le sud. Non. Si, comme ça, assez rapidement. Et donc on a vendu la structure, mais qui a été pour le coup très bien vendue. Donc on a l'histoire salariée dans mon histoire, on a l'histoire de l'entrepreneuriat qui marche avec une première boîte vendue, une deuxième où on s'est éclaté, on a perdu de l'argent. Et on a fini par laisser tomber cette structure-là. Même si je pense vraiment qu'il y a un truc à faire sur ce marché, d'ailleurs c'est en train d'être révélé. Et puis une aventure qui marche super bien sur un marché qui était plutôt mature, le parquet, voilà. Et au terme de ça, donc je vends bien, je suis content. Et je me dis, maintenant je fais quoi en revenant un petit peu sur cette genèse de l'être et pas de l'avoir. Et je me dis, je suis en parallèle apiculteur depuis 5 ans. Et ce monde qui me fascine, quoi, dans lequel j'emmène des enfants sur ce côté passion. Je monte un potager école à Mouveau, où en fait j'emmène 12 enfants sur 30 dates, 3 niveaux. D'abord le printemps, où ils peuvent atteindre la médaille de bronze, 10 dates, où ils vont comprendre c'est quoi le mycélium, c'est quoi une limace. Pourquoi je ne tue pas une limace? Quelle utilité elle a? La limace, elle digère pas la lignine. La lignine, c'est ce qui permet l'ensemencement du mycélium. Le mycélium, pour ceux qui ont déjà mangé un champignon dans leur vie, c'est un champignon. Et ça va permettre la première décomposition de la matière, c'est-à-dire le BRF, le broyat qu'on voit tous sur les plates-bandes des paysagistes. En fait, ce broyat, il est décomposé, c'est ce qui va créer l'humus, mais par ce mycélium. Ce mycélium qui va permettre à la racine de tomate, de votre pied de tomate, de venir se pluguer sur ce système racinaire tentaculaire qu'on pourrait appeler le réseau, par exemple, sans vouloir faire de rapprochement avec nos réseaux à nous, et qui va permettre d'augmenter de 10 000 fois la capacité racinaire de nos pieds de tomate, qui donc vont avoir de l'eau à profusion sans besoin d'arroser. Alors aujourd'hui, l'arrosage n'est pas un problème parce que de l'eau, on en a plein. Mais demain, il se pourrait qu'on en manque. Voilà. Et du coup, je m'investis dans ce cadre associatif en même temps que mon dernier boulot. Je suis fan, moi, de l'enfant, parce que, donc on va comprendre le lien après, mais l'enfant, déjà, il vous apprend plein de choses. Donc vous prenez un gros coup dans la tête à chaque séance, parce que lui, il voit sans contrepartie. Il avance les choses sans contrepartie. Et bon, ta femme, elle est bien placée parce qu'on peut le dire. Oui, on l'a pas dit en fait. On l'a pas dit. Avec Sébastien, on s'est rencontrés puisque le troisième enfant, donc la petite fille de la famille, Fantine, est venue en nourrice à la maison. Et nous, on a découvert tout doucement ce monsieur qui allait travailler à vélo. Qui avait un jardin partagé, qui des fois pendant l'été nous disait ça vous dit d'aller l'entretenir et surtout cueillir les fruits pour que vous puissiez, donc on a mangé des framboises à profusion, merci. Et on le voyait et d'ailleurs c'est toi et je te dis merci. Fantine avait des yaourts maison et on s'est dit c'est tellement con de jeter autant de pots de yaourts en plastique alors qu'on pourrait les faire nous-mêmes. Donc on a commencé à faire nos yaourts maison. Et puis voilà, il y a quelques trucs que tu as déjà semés à ce moment-là. Et on te voyait, puisque on va rien cacher non plus, hein, mes enfants étaient aussi dans l'école où tes enfants étaient, donc tu étais venu ramener du vivant dans l'école. Et donc rien que pour ça, on a envie de dire merci, parce que c'est vrai que nos enfants ils sont souvent déconnectés malheureusement de ce vivant. Oui, c'est vrai. Du coup, voilà, comment les reconnecter ? Tu fais une belle passerelle sans le savoir avec mon asso actuel, mais ces enfants, du coup, qu'on emmène sur des parcours et puis on voit l'élu qui est un peu excité de ça, les maires, les députés qui viennent nous aider à remettre les médailles, la presse, etc. Vraiment très local, mais simple, et où les enfants s'amusent toujours sous la forme d'escape game, de chasse au trésor, parce que moi je suis un grand gamin, tous les étés là j'organise un Pékin Express pour toute ma famille cet été près de Cahors, et moi c'est tout sous la forme du jeu, parce que c'est là que vraiment on crée de l'émotion, du souvenir, et voilà, mais tu le fais aussi dans ton métier. Et puis j'avance dans cette idée de me dire maintenant je vais en faire mon métier. C'est-à-dire que je voudrais que cette abeille qui m'a montré plein de choses, moi qui m'a guidé dans plein de choses, d'abord dans l'infiniment petit. On cherche tous l'infiniment grand. Voilà. En tout cas, beaucoup de gens sont dans la quête de l'infiniment grand. Mais la beauté,
Et j'étais beaucoup guidé par ça. Je suis catho, très pratiquant. Le pape le dit beaucoup. Je me permets de le dire. Hein. Vas-y. Le pape le dit beaucoup dans ses encycliques. L'encyclique, c'est vraiment un texte, un livre qu'écrit le pape quand il a pris part depuis un certain temps à sa papauté. Et du coup, il écrit Laudato si, loué sois-tu, qui invite à constater quotidiennement, aller à la rencontre quotidienne de cet infiniment petit. Cet infiniment petit que nous sommes et qui est en nous, mais qu'on peut aussi pratiquer au quotidien. Et là, on peut se dire, est-ce que la vieillesse est une forme d'infiniment petit ? Est-ce que le handicap est une forme d'infiniment petit ? Est-ce que l'enfance est une forme d'infiniment petit ? Est-ce que l'animal, si petit soit-il, est une forme d'infiniment petit ? Oui. Donc lui, il y a plein de formes d'infiniment petit, il n'y a aucun problème. Mais il invite à y aller tous les jours. Donc il y a des gens qui font du yoga, de la méditation et qui constatent leur infiniment petit. À quel point il est fragile, à quel point nous sommes fragiles, à quel point cet animal est fragile. Et en fait, si on se met à le constater quotidiennement et qu'on se met à le pratiquer, alors on va rentrer dans une forme de respect. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, on peut malheureusement encore être dans nos vies dans une forme de non-respect, parfois. Voilà. D'où, par exemple, pourquoi je ne fais pas mes trajets en voiture, mais que en vélo depuis 4 ans. Voilà. Et là, ce matin, je viens de William, j'ai mis, 1h20 et je vais repartir chez moi. J'aurais fait peut-être presque 3 heures de vélo aujourd'hui et c'est mon quotidien et c'est OK pour moi. Et du coup, ça m'inspire énormément et je me dis, tiens, cette abeille que je pratique, elle a 30 millions d'années. En fait, un truc de malade. Ouais, 30 millions d'années. Et c'est un modèle d'entreprise de malade. C'est 15-20 000 individus en sortie d'hiver, d'accord ? Quand presque tout est mort, si tout n'est pas mort, parce qu'on a 30% de mortalité en France. Hein. Donc un tiers de nos ruches meurent. Nous, on a un rucher d'une centaine de ruches avec nos amis apiculteurs. On est une dizaine dans notre groupe. Et on a perdu 50 ruches sur les 100 cette année. D'accord ? Il y a une mortalité monstrueuse. Cette mortalité, il y a pas mal de causes, on en parlera peut-être après, mais toujours est-il que le côté qui est à observer est vite, parce qu'elle nous nourrit, c'est-à-dire que 70% de nos fruits et légumes sont pollinisés par elle. 7 des 10 plantes qui nourrissent l'humanité sont pollinisées par un pollinisateur. Et le pollinisateur numéro 1, c'est l'abeille. C'est-à-dire que si elle n'est plus là... Einstein le disait déjà, et d'autres bien avant, parce qu'elle a 30 millions d'années, donc c'est l'histoire des pharaons, par exemple, qui ont été momifiés, sur lesquels on a retrouvé du miel, sur lesquels on a retrouvé de la propolis, qui est cet antibiotique naturel de la ruche. Et donc je me dis, en fait, il faudrait réussir à essayer de faire les analogies, nous, hommes, entre comment est-ce qu'elle arrive à passer de 15 000 à 80 000 individus en pleine saison. Comment est-ce qu'elle arrive à développer sa capacité de stockage de 1 milliardième de fois ce qu'elle avait en entrée de saison. Comment est-ce qu'une seule reine est capable de pondre 1500 œufs par jour, un œuf par minute, qui va être élevée par des nourrices, bienveillantes, mais qui elles-mêmes vont changer de métier, puisqu'une abeille occupe 7 métiers en 35 jours, avec un transfert de compétences énorme, avec une capacité à ce que toute la ruche ralentisse, surtout si la ressource proche, parce qu'elle butine à 3 km, 7 km². Donc dans ces 7 km², si à un moment donné ça venait à manquer de ressources, on a tout un peuple qui ralentit. Pourquoi accélérer et chercher de la croissance là où la nature n'est pas capable de nous en donner ? Pourquoi, si l'humanité fonctionnait à l'instar de la France, on continuerait à consommer 3 planètes par an ? Voilà, je me dis là, il y a urgence à passer ce message et à montrer par la positive. Il faut le montrer par la positive, sinon le message ne prend pas. Là, on ne dit pas à un enfant attention, tu vas tomber. On lui dit tiens-toi. Oui, le parce cerveau que sinon, ne comprend pas. Le cerveau ne comprend pas. négative. Voilà, ça, c'est des choses qu'on m'avait appris. Du coup, faire la même chose avec les adultes, c'est-à-dire partir de quelque chose de très positif. C'est elle a 30 millions d'années, elle arrive à se renouveler malgré toutes les difficultés qu'elle a vécues. Et on a un modèle extraordinaire d'entreprise très local. Or, on est en train de parler de local, de continuer à faire fonctionner nos entreprises. On remet en doute la croissance. Est-ce que c'est le bon modèle ou pas ? Observons-la, parce qu'en fait, elle n'a jamais fonctionné comme ça et elle se pérennise. Voilà. Et ça se rapproche de... c'est vérifiable, ce que dit Amazon, Jeff Bezos, qui dit mon métier, c'est de retarder la mort d'Amazon.
Michel Leclerc, qui a créé Decathlon, lui, il disait Decathlon va mourir. La question, c'est quand ? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait observer ces modèles-là pour en faire des modèles pérennes ? Et du coup, on monte l'association qui s'appelle Reconnexion. Reconnexion, se reconnecter. Et comment se reconnecter ? Moi, je déménage toute la famille, donc je pars à côté de chez toi, je suis plus ton voisin, voilà. Et je pars à la campagne, pas très loin de la métropole, à Ouillem, à côté de Sizouin, où là, on a la chance de croiser une famille dont, alors c'est pas de la chance, mais la maman vient de décéder, qui était une emblème locale d'agriculture. Les fils, pour certains, sont maraîchers dans le coin, et en fait, eux ont une maison, la maison de la maman, avec une terre agricole autour, qui devait être prise par un promoteur qui devait tout raser. Et puis nous, on prend la place de ce promoteur, on était heureux, et au lieu de mettre du béton, on vient mettre des ruches, et on vient mettre de la permaculture, et on vient mettre des cochons, et des moutons, et des oisons, dernièrement, on en parlera après, pour essayer d'installer, donc ça fait qu'1 an qu'on est là-bas, mais installer, il y a des vidéos là qu'on va mettre sur Internet avec des drones, etc., vous verrez les vues d'en haut, pour essayer d'installer un monde observable qui soit durable et pérenne. Et qui permettent en plus cette terre d'être nourricier. Parce qu'en permaculture, 400 mètres carrés vont permettre de sortir un salaire. Nous, il y a 4000. Et donc, j'ai tout de suite dit à mon épouse, évidemment, il ne faudra pas qu'on reste au sol. Donc, avec la volonté d'y monter aussi un tiers-lieu. Là, il y a une tiny house, des petites maisons, on peut faire un clin d'œil, des petites maisons solidaires qui est là, qui sera plus là au moment du podcast peut-être, mais en tout cas qui aura passé l'été là, pour venir vivre en sobriété. Et on voudrait essayer de reproduire ça avec, dans l'équipe, Manon, Grégoire, Augustin, voilà, qui s'investissent à mes côtés et qui croient, eux, que cette nature peut vous rendre heureuse. En tout cas, elle vous rendra, le peu que vous lui donnerez, elle vous le rendra largement. Et qui ont un parcours de vie qui est cohérent, entre guillemets, avec ce que toi tu proposes. Oui, ça veut dire que j'ai vécu cet entrepreneuriat, voilà, et ces notions de rentabilité, de KPI, et je les ai pratiquées et j'ai adoré le faire. Et avec maintenant le recul que j'ai, et puis avec ce qui se passe autour de nous, qui nous aide, hein, c'est une facilitation ce qu'on vit actuellement, mais de me dire, en fait, tout ce que j'ai fait n'est pas pérenne. Voilà. Qu'est-ce que maintenant je pourrais faire de pérenne ? Et comment j'observe à la fois en parallèle ce que j'ai vécu dans l'entreprise et ce que je vis dans le milieu naturel ? Comment un ver de terre crée un déchet valorisable immédiatement ? À double effet, il va avaler des objets en décomposition pour les recracher dans des crottes qui vont être hyper fertiles. Mais en plus, il aura créé une galerie dans laquelle l'eau va enfin pouvoir s'infiltrer. Contrairement au béton, l'eau ne s'infiltre pas dans le béton. Donc, aller vers les nappes, donc être source de vie pour nous demain, mais aussi faciliter le passage de la racine de tomate, qui n'a plus à creuser, qui va s'infiltrer le long de ces galeries humides. Donc voilà, et quand on commence à jouer avec cette permaculture, il y a 12 préceptes dans la permaculture, mais que vous commencez par le premier, qu'Augustin, vous venez chez nous, parce qu'on commence à faire des séminaires d'entreprise, que les entreprises viennent et qu'on leur demande de nous faire un plan de masse du terrain vu du sol, après on leur met le plan de masse vu du drone, et qu'on leur explique que la permaculture, on démarre, un des premiers préceptes, c'est de démarrer d'une observation du terrain. Analogie entreprise, j'observe un marché. Avant d'y plonger tête baissée, je prends le recul nécessaire d'un POC. Et du coup, je vais faire mon plan macro de mon terrain fort de cette observation pour ensuite descendre jusqu'au micro. Et là, quand je vous dis le micro, c'est cette graine qui fait 1/2 mm de tomate qui va donner une vie. On parle du ver de terre, on parle de... Voilà. Et on va faire la même chose sur l'abeille. Parce que ce modèle, on a vu 30 millions d'années, donc on va voir comment est-ce qu'elle a réussi à se pérenniser. On va aller observer, donc c'est Erin VR que tu as vécu. Erin VR, ça veut dire qu'on se dit, en fait, c'est compliqué d'amener les gens à l'abeille. Demain, j'ai les papillons blancs, je peux les citer, qui viennent, donc là on est en juillet, qui viennent pratiquer avec une dizaine d'handicapés l'abeille. Bon, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait 30 personnes, des adultes, des enfants, qui sont venus pratiquer et la permaculture et l'apiculture. Dedans de l'entreprise, et puis des gens comme toi et moi qui sont pas forcément dans des entreprises. Mais sauf que c'est complexe parce que cette séance-là, par exemple, de 30, on a dû l'annuler, la reporter, parce que le jour où on voulait la faire, par exemple, hier, il pleuvait. Oui. Et donc, quand il pleut, on n'ouvre pas une ruche. Faut imaginer une maison, une ruche. Hein. Donc déjà, quand on ouvre une ruche, on arrache le toit. Donc on arrache les placos, les fils électriques, les enduits, les peintures. Maman n'est pas contente. Forcément. D'accord. Voilà. Et après on repose et puis elle reconstruise. Donc à chaque fois qu'on ouvre, on perturbe vraiment.
Donc notre problématique, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut moins ouvrir, mais le montrer à plus de monde. Bon, deuxième problématique, comment est-ce qu'on peut le montrer à plus de monde malgré les problématiques de temps? Parce que l'hiver, de novembre, si on prend le cycle de vie d'une abeille, de novembre à février-mars, les sorties des premiers pissenlits qui déclenchent les premiers pollens et donc la reponte de la reine. Mais pendant cette période-là, elles sont un peu en léthargie, d'accord? Elles vont faire en sorte d'essayer de maintenir leur vie, avec toutes les difficultés qu'on leur connaît. Et puis après, la reine va se remettre à pondre, le pic de pollinisation, etc. Et donc, il faut essayer de ne pas déranger tout ça, comme je viens de le dire. Et je vais l'été dernier chez Vulcania, donc le monde du volcan en Auvergne, et je découvre ce truc fabuleux avec un spectacle de drone. Et avec des casques VR. Je me dis, mais merde, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc il faut qu'on ait des pilotes de drones qui simulent les vols aériens, il faut qu'on ait des caméras embarquées 360 qui aillent plonger dans la vie de la ruche pour le reporter au dehors sans perturber. Donc on achète des casques, alors souvent on nous tacle un petit peu d'occasion, on les achète, hein, c'est très important, on achète des casques d'occasion, où en fait on va faire vivre aux gens l'expérience réalité virtuelle qui ne fera donc aucune barrière ni au temps, ni au fait d'abîmer nos ruches, ni au fait que les gens, certains, refusent devant l'obstacle d'y aller. Hein. C'est-à-dire que je risque d'être piqué, donc une fois la tenue mise, ils n'osent plus y aller. Bon. Et on fait ça, on peut jouer dans les entreprises, on peut jouer jour et nuit. 24-24, toute l'année, il n'y a plus d'excuses pour aller à la rencontre de l'abeille. Et on joue un jeu qui permet de faire un lien immédiat avec cette RSE dont on nous parle, responsabilité sociétale en entreprise ou sociale et environnementale, enfin après on peut le guider comme on veut, c'est-à-dire au fond, comment réimaginer nos modèles pour que ces modèles deviennent pérennes. Et donc là c'est juste fabuleux parce qu'on joue, et tu l'as vécu, tu pourras dire ce que tu en penses, mais on vit une première période en immersion 360 où on a jusqu'à 30 joueurs, et puis les 3 tablets représentent 3 ruches qui vont entrer en compétition pour la vie, et qui donc vont un parcours de 3 heures, in fine, aller jusqu'à l'engagement avec un roadmap, une feuille de route sur la RSE et un diagnostic qui sera livré à l'entreprise dès le lendemain qui permet d'établir un premier bilan RSE. Voilà, et il ne faut pas s'arrêter sur ce premier bilan, donc en fait on pousse derrière avec un collectif de coachs qui est en train d'être mis en place au moment où je vous parle, d'accompagner cette transition dans l'entreprise par la même méthode que le jeu. C'est-à-dire qu'on est dans la facilitation, c'est très important pour nous. Ça, c'est vraiment la genèse de notre projet. On est sur un mode down-top. Vous avez compris, les enfants jouent dans la terre, nous apprennent à nous aussi à regarder à nouveau cette terre différemment. Par le jeu, ils comprennent. L'adulte, c'est exactement pareil. Donc on est soutenu par le SNA, le syndicat national apicole, Franck Aletru, qui est le président de ce SNA, qui regroupe 30 000 des 60 000 apiculteurs français. Eux nous soutiennent, pourquoi ? Parce qu'ils estiment que par le jeu, on peut passer beaucoup de choses. Donc on joue, et ensuite, le coaching qu'on fera dans l'entreprise derrière, si l'entreprise veut nous faire confiance pour écrire la suite de la RSE avec ses collaborateurs, il faut bien que ça soit un mode down-top. J'en parlais dernièrement à un gros réseau du Nord, en leur disant, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça vienne d'en haut. Voilà. Ce qui vient d'en haut a une difficulté à l'adhésion, déjà, hein, on sait qu'il y a un rempart. Et la base de cette pyramide, quand il y en a une malheureusement, si on l'enlève, cette base, la pyramide s'effondre. C'est vrai. Donc la base, c'est bien l'élément essentiel de maintien de cette structure pyramidale. Donc pourquoi ne pas faire adhérer immédiatement la base ? Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre le collège, l'ensemble des collaborateurs des différents services, quel que soit leur niveau, quelle que soit la façon dont ils parlent, quelle que soit leur origine, quel que soit leur handicap, et puis les intégrer à la démarche de façon à ce que ça se répande comme un feu de poudre, parce que la RSE doit être transverse dans l'entreprise. C'est pas l'affaire d'un homme, un responsable RSE, qui va avec son petit bâton de berger essayer de parler de ce qu'il peut... Bon, voilà. Donc ça, c'est le projet de Erin VR, et puis ensuite, il y a Erin Accompagnement, on en a parlé, c'est le collectif de coachs, et ensuite, on a la maison d'Erin, et on en a parlé aussi. C'est le lieu de pratique dans lequel on va pousser des expériences. Et là, une des dernières expériences, c'est les oisons. Donc, on a récupéré des œufs d'oies de Bernache. C'est les œufs du peuple migrateur ou du film Donne-moi des ailes, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire des gens qui vont s'amuser à reproduire le vol avec la maman par un ULM. Et ils emmènent leur bébé oie. Voilà. Et nous, on a fait naître dans des couveuses. Alors, c'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez regarder les vidéos. Allez-y, on a fait naître... je vous invite à le faire, vraiment.
On a fait naître dans des couveuses ces bébés, et puis après, on s'occupe d'eux comme leur maman, parce que la première chose qu'elle voit, Loua, c'est sa maman. Je l'avais déjà fait quand j'étais plus jeune, et elle me suivait pendant mes footings, et voilà, c'était juste incroyable. Et là, on en a fait un peu plus, on en a fait 5, et puis on les emmène, et puis là, ça sera sur les réseaux sociaux en octobre, je pense, mais on les a emmenés se baigner, on a nagé avec elle ce week-end. Et puis on était dans un restaurant. Tu as dormi avec elle aussi? J'ai dormi avec elle, voilà, pour augmenter l'expérience. C'était très drôle, hein, des fientes partout dans le sac de couchage. Une nuit abominable, j'ai dormi qu'une demi-heure. Donc je dis plutôt aux gens, je n'ai pas dormi avec elle. C'est ça. Mais extraordinaire, parce qu'à nouveau, elle donne... et il n'y a pas de contrepartie. Elle est là, elle vient se lever la nuit, mais vous imaginez, qu'est-ce qui fait ça avec vous sans vous connaître, quoi, dans les êtres humains? Et qui aussi, parce que pour avoir été dans ton lieu et qui à ce point-là, par juste un simple cri, revient. Faut les voir. Elles basculent d'un côté d'un autre. Elles arrivent, mais dès qu'il y a le cri, elles savent que c'est toi et elles te rejoignent, quoi. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Comme beaucoup d'animaux en fait. Hein, quand on observe le vivant, c'est juste beau, quoi. Et puis il donne sans contrepartie, et c'est le cas de cette abeille. Cette abeille qui, moi je dis aux gens, est-ce que vous avez conscience du nombre de grains de pollen? Vous voyez l'image de l'abeille qui rentre dans sa ruche avec des boulettes de pollen à l'arrière là. Et ben sur chacune de ces boulettes, il y a 500 000 grains de pollen en moyenne. Wow. Elle rentre avec 1 million de grains de pollen. Et c'est son dernier métier. Elle va mourir à la tâche, donc elle va vraiment consacrer sa vie à cette mission. Donc pensons aux gens qui sont en mission sur Terre. Il y en a plein dans les assos autour de nous, il y en a plein dans les religions, qui consacrent vraiment une vie à l'autre. Il y en a plein dans la médecine, il y en a plein, voilà, qui vont s'essouffler. On est en train de parler de beaucoup de burn-out dans nos métiers. Et voilà, cette abeille qui rentre avec ce million de grains de pollen, donc vous imaginez ce qu'elle a donné comme vie pendant 7 heures de vol. Elle va en faire 5 à 6 par jour. 5 à 6 millions de grains de pollen jour. Pour ramener ce pollen et ce nectar à la ruche. Ce nectar que nous, on va manger, qui va devenir du miel, qui n'en est pas au moment où elle va le chercher. Parce que ce nectar, c'est ni plus ni moins qu'un jus sucré de certaines essences de fleurs que je vous invite à aller regarder et à semer dans vos jardins. Ou à planter, par exemple, de la lavande. C'est simple, ça pousse bien maintenant. Avec le réchauffement climatique, ça poussera encore plus. Le colza. Et je dis aux gens, imaginez que quand un champ de colza ouvre ses fleurs le bon matin, c'est-à-dire le matin où majoritairement elles vont ouvrir leurs fleurs, la première abeille qui va les détecter que ça y est, c'est ouvert, elle va revenir, c'est une éclaireuse celle-là, hein, c'est un des métiers, elle éclaire en fait les potentielles sources de commerce, quoi, hein, on pourrait dire dans nos entreprises. Et un bon commercial dans nos entreprises, c'est connu, lui il va immédiatement partager tout de suite son secret. Ça, c'est connu, ça. Je dis tout de suite aux entreprises, ça, c'est connu, ça. Non, évidemment, je suis en train de rigoler. Lui, il va surtout bien se garder de le dire aux autres pour prendre le max de primes. Alors, elle fait autre chose, l'abeille. Elle rentre celle-là et elle va faire sur le plateau d'envol. Alors, si on observe bien, c'est là où la caméra 360 peut donner ces images, mais en fait, elle fait un 8, une danse en 8 sur le plateau d'envol. L'orientation du 8 donne l'inclinaison, l'angle de sortie de la ruche pour se diriger vers ce champ de nectar. Mais jusque-là, on ne sait pas la distance. Bah oui, ça, c'est la taille du 8. C'est-à-dire la profondeur du 8 va donner la distance jusqu'à la source de pollen. Mais jusque-là, est-ce que la ruche, elle envoie une abeille, 2 abeilles, 5 abeilles, 1000, 10 000, 15 000? Parce que maximum 15, 20 000. Bah non, l'abeille, elle va en envoyer 20 000 parce que le frétillement, 200 battements d'ailes secondes, c'est le maximum, indique le potentiel de cette source de nectar. Donc on a l'angle directionnel de sortie, on a la distance et on a le potentiel. Et on sait combien d'individus on va envoyer. Bah, quand nos boîtes elles seront capables de faire ça sur du très local, pourquoi aller chercher loin? Sur du très local qui va être régénératif au point de ramener ce million de grains de pollen, donc d'avoir donné 1 million de fois potentiellement la vie, et donc des légumes à tous les autres êtres humains qui vont vivre là, d'avoir généré 0 déchet, parce que jusque la morte, alors on commence à mettre des arbres dans certains pays sur des tombes, hein, pour que l'arbre se nourrisse de l'homme. Bon, donc ça commence à être intelligent tout ça, mais on est quand même très en retard de ces modèles-là. Mais pour autant, eux nous ont montré 30 millions d'années, donc qu'est-ce qu'on attend pour aller s'inspirer? Alors, au début, on parlait de biomimétisme, évidemment, il y a plein d'autres espèces, hein, les fourmis, je crois, c'est fabuleux, il y en a plein que je ne connais pas, mais si on se mettait à observer le vivant, on le verrait partout, en fait. Mais ça impose de prendre ce temps quotidien de l'observation, de la méditation, du fait de rentrer avec l'élément, et donc de se reconnecter.
Voilà, c'est l'objet de l'association qui s'appelle Reconnexion, qui est reconnue maintenant d'utilité. Donc on va pouvoir aller chercher des dons et se faire accompagner. On a des beaux partenaires qui nous jouent. Là, on va être dans les trains à la SNCF qui nous donne un partenariat fin d'année. Donc on va passer dans les wagons-bars du Lille-Paris pour emmener les voyageurs, non pas à Paris, mais sur une autre planète qui est la planète abeille. Voilà. Et on va leur proposer de venir vivre une immersion avec nous. On a l'ISTC que je cite parce que c'est une université de la Cato qui joue le jeu avec nous depuis le départ. On a formé leurs étudiants, en tout cas en début de semaine de RSE, qui devient très important pour ces étudiants. Hein. Et là, c'est un petit clin d'œil que je dis aux adultes qui écoutent, qui sont dans des entreprises. Sur la promo de 34, il y en avait la moitié qui était embauchable. Ils étaient en fin de Master 2. On leur a proposé un CDI et la moitié de cette moitié, donc un quart, a refusé le CDI. Pas de greenwashing, ils n'en veulent pas. Ouais. Ils veulent un vrai engagement. Donc, ok, il y a une controverse. Ils ont en eux une partie d'eux qui va vers des choses des fois pas logiques, comme nous tous. On se fait réhapper par des choses pas logiques, on en parlait ce matin. Et puis, moi le premier, et puis on a cette partie raison, qui des fois est plus forte que cet illogisme qu'on vit des fois dans nos vies, et qui nous pousse des fois à une action, comme changer de métier, comme se libérer pour, oui, gagner moins sa vie, oui, comme tu l'as vécu, comme je le vis. Moi, je suis président d'une asso où je ne vais pas plus gagner que les 3/4 d'un SMIC. Mais avec quelle joie je suis capable d'aller parler de ce projet et de faire briller des yeux et de voir des gens heureux et qui se posent des questions et qui sont peut-être capables demain de déclencher des yaourts maison. Et ben, c'est juste fabuleux. Quand j'ai gagné ça, moi j'ai tout gagné. Et donc ça se monnaie pas en euros. Oui, c'est vrai, on est vraiment dans cet être. Et face à toi, on en avait parlé un peu en off, hein, tu as des fois des étudiants qui se disent ça y est, c'est encore un... Puisque tu vas aussi au niveau des étudiants, comme tu l'as dit, les enfants, eux, ils prennent. Et justement, c'est ça l'intérêt, mais les étudiants, ils commencent à avoir la réflexion. Tu t'es retrouvé face à des étudiants qui disaient ouais, encore du greenwashing. Tu t'es retrouvé face à des adultes qui font encore du greenwashing. Ce serait quoi l'élément qui te ferait dire c'est pas mon cas? Effectivement, alors moi je n'essaie pas de justifier en fait quoi que ce soit. Ils ont le droit de me voir comme ça, c'est ok. Et dans le jeu, il y a un moment donné dans notre jeu de 3 heures où on arrive sur du live. Voilà. Et là, si vous n'êtes pas apiculteur, je pense que vous êtes mort. Parce que vous avez 35 abeilles devant vous, que sont les 35 joueurs, parce que c'est bien 3 ruches. On les met dans des situations de ruches qui ont donc une capacité à piquer et donner la mort, comme une abeille. Et ils sortent le dard. Voilà. Et moi, ils sortent le dard et c'est comme une abeille près d'une ruche. Elle va pas tout de suite vous tuer. Elle va d'abord venir taper. On appelle ça les apiculteurs. Nous, elle va venir nous taper. C'est-à-dire qu'elle vient sur votre tenue, puis vous l'entendez qui bourdonne fort et puis qui vient taper vraiment. Alors, elle rentre en collision avec vous parce qu'elle sait que son dard a un arrêtoire, contrairement à la guêpe. Et donc, quand elle va vous piquer, elle va arracher une partie de l'abdomen et elle va se donner la mort. Mais elle se donne la mort pour sa cause, qui à ce moment-là de sa vie est défenseuse. C'est son avant-dernier métier. Donc, va tout faire pour rejeter l'ennemi qui pourrait venir l'embêter. Frelon, ou ours, ce que vous voulez, quoi. Et ces étudiants deviennent des abeilles qui me menacent. Charge à moi de prendre du recul, parce que normalement, face à la ruche, du coup, vous reculez. Si vous n'avez pas de tenue, naturellement, vous partez. Charge à moi de prendre du recul et de leur amener les bonnes réponses. Et ils me posent plein de questions à ce moment-là. Je me suis fait bombarder à l'ISTC, 45 minutes de questions-réponses. Où en fait, la première, c'est un test, la deuxième, c'est un test, puis après, c'est du vrai intérêt qu'ils ont pour les réponses. Où moi, apiculteur, je dois essayer de leur donner une réponse apicole, et je dois tout de suite la traduire en entreprise. Donc quand tu me poses cette question, voilà la réponse sur le métier de l'abeille, et maintenant, on peut peut-être faire l'analogie à comment tu as été formé dans le cadre de ton Master 2, et comment on t'a transféré la compétence. Comment ça se fait dans la ruche. Voilà. Là, ça devient intéressant, parce que c'est source de nectar. Voilà. Et puis c'est la même chose, un autre clin d'œil à la Croix-Blanche avec qui on a été pour le coup beaucoup plus loin, parce que nous dans notre asso on le dit pas trop parce que ça, après on perd un peu les gens, mais là je vais le dire. Donc Croix-Blanche c'est une école collège-lycée pour que les 2200 élèves, voilà, un gros bahut de la métropole et en fait lilloise, et eux nous ont fait confiance dès le départ et on a monté avec eux, on a été plus loin, c'est-à-dire qu'on a fait le jeu en mode 5e. Donc là ça veut dire qu'on remplace la RSE par la biodiversité, on a un jeu de cartes qui est différent de l'adulte. Les séquences dans le casque sont les mêmes. Et derrière, en fait, on a emmené 10 élèves à la pratique dans un rucher-école qu'on a installé chez eux. Voilà. Et à terme, notre vocation, ça va être de proposer d'aller installer des ruchers-écoles un peu partout en France, mais par des apiculteurs professionnels qui ont beaucoup de mal à vivre, parce que, rappelez-vous, 30% de mortalité. Oui. Ça veut dire que je suis chef d'une entreprise de 100 personnes, et je sais que en janvier prochain,
j'ai 30 décès dans mon équipe. Alors vous imaginez la difficulté, le recrutement, formation des nouveaux et tout le blabla, ça commence à être ardos. Donc en fait, il n'y a plus de vocation apicole. Ça, c'est la détresse de Franck, le patron du syndicat national apicole, qui me dit la dernière fois, il me dit, Seb, le pire de tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a plus de relève. La moitié des apiculteurs ont plus de 65 ans. Donc je vous ai dit plusieurs choses dans le podcast. Elle nous nourrit, 70% de nos fruits et légumes pollinisés. Mortalité de 30%. Un tiers décède tous les ans. Et ça augmente. En cause, pesticides, les ondes. Un smartphone, c'est une étude qui n'est pas révélée, mais 5 à 10 jours pour détruire une ruche. Nous, souvent, il n'est pas loin de chez nous, le smartphone. Etc., etc. La moitié des apiculteurs français ont plus de 65 ans, sans relève. Sans apiculteurs, on ne tient pas l'abeille. Puisqu'elle ne sait pas vivre naturellement, il y a une mortalité très forte. Et c'est pas avec les 2 ruchers écoles qu'il y a sur la métropole illoise, quand bien même je les loue dans ce podcast, le Héron et Botanique, qui forment 10, 20, 30 vieillards comme moi. 42 ans. T'as pas de jeunes dans cette non, formation? je les ai appelés, j'ai appelé le Héron, moins de 18, ils prennent pas. Okay. Mais elle est où cette vocation? Oui. Est-ce qu'elle est chez nos vieillards? Je suis pas méchant, je me traite de vieillard. 42 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est-à-dire capacité à mettre 2-3 ruches, 10. Allez, je vais faire une reconversion complète, je vais faire 400 ruches. Mais quand les gens, chez moi, je leur fais peser un cadre vide, 20 grammes, 30 grammes, puis un cadre plein de miel, 2 kilos, puis une seule hausse, 9 cadres x 2 kilos. Ils sont déjà au bout de leur vie. 18 kilos à lever parce que la ruche, vous êtes incliné vers l'avant à 45 degrés, donc le dos prend cher. Maintenant, imaginez qu'une ruche en mielé, c'est-à-dire quand il y a une source de nectar forte qui s'ouvre, par exemple le colza, elle va être capable de rentrer 6 à 7 kilos jour. Wow. D'accord ? Confère nos entreprises. Incapables de se déployer à ce rythme-là s'il y avait une belle source en local. Eh bien, imaginez l'apiculteur, le dos qu'il a. Quand il y a 2-3 hausses par ruche, qu'il y a 400 ruches. Vous imaginez le dos qu'il a ? Donc lui, il pleure tous les printemps parce qu'il a perdu un tiers de son cheptel. Il pleure l'été parce qu'il se bousille le dos. Et il fait ça pour un SMIC. Et ce gars-là nous maintient en vie, nous les hommes. Donc il a un rôle clé. Et on lui donne de où? On lui donne un SMIC. Donc proposer à ces apiculteurs, on va les mailler, ceux qui ont envie de le faire. Ils ont les ruches, l'expérience, tout le matériel, le lieu de pratique. Il leur manque des tenues d'enfants qu'on doit leur offrir, notre asso. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher des fonds, c'est pour ça qu'on est reconnu d'utilité, pour pouvoir leur offrir les tenues et que eux soient les lieux de pratique suivant notre jeu. Nous, notre jeu, on va dans les écoles, on va dans les entreprises. L'entreprise est un financeur du jeu. On va offrir ce même jeu dans une école partenaire que l'entreprise va choisir, en local, pas à 1000 bornes. De là, cette entreprise qui est partenaire de cette école voit du coup immédiatement l'effet sur les réseaux sociaux. C'est 5, 6, 7 000 vues sur Instagram dans la foulée, parce que les jeunes s'engagent sur Instagram à la suite de notre jeu. Bien sûr. Donc il y a une visibilité. Si l'entreprise veut en faire du greenwashing, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Nous, elle nous a donné de l'argent pour faire notre mission. Et donc, comme des abeilles, on va aller au bout de notre mission. Et au bout de notre mission, c'est quoi ? C'est d'avoir trouvé un apiculteur qui va être capable de les prendre en charge. Contrairement à Lille, par exemple, où il n'y a pas d'apiculture pour les moins de 18, et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer des ruchers écoles avec ces apiculteurs partenaires qui sont partout en France, qui ont tout pour le faire. Et certains sont très visibles, très, très ludiques. Il n'y a qu'à aller regarder sur Instagram, vous tapez apiculteurs, vous allez en avoir plein qui vous font des trucs merveilleux. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller avec eux. Et eux, on va pouvoir leur donner une rémunération. Parce que nous, on prendra 0. Nous, on va payer les tenues, c'est notre mission, faire les mises en relation qui vont bien, et puis ensuite, s'assurer qu'eux puissent former 2-3 fois 10 élèves par an, 30, mais fois X apiculteurs, vous redéclenchez de la vocation. Et vous allez donc à l'encontre de certains pays qui sont en train de mettre une apiculture de masse, c'est-à-dire que on crée des fermes de 10-15 000 ruches qui n'ont autre vocation que de polliniser. Donc les abeilles, on se fout de ce qu'elles produisent, propolis, miel, cire, tout ce qui est absolument fabuleux, on pourra parler de cosmétiques après. Elles vont avoir une seule vocation, c'est de faire payer très très cher l'agriculture qui est dépendante, sarrasin, colza, tournesol, j'en passe, qui est dépendante, cette agriculture qui nous nourrit, de ce système qu'elle a tué. Rappelez-vous, puisque le pesticide est la première cause de mortalité, donc on vous impose certains lobbies, moi je vais à bâton rompu, certains lobbies imposent une forme d'agriculture qui est non pas régénérative, mais tueuse.
Quand je faisais une vidéo sur LinkedIn où je montrais un champ de colza, je disais aux gens, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Et puis juste après, je leur disais, bah non, en fait c'est affreux, c'est affreux. Quand vous avez qu'une sorte, vous avez déjà vu un jardin où il n'y a qu'une plante, une seule, rien d'autre ne vit à part cette plante. Bah, posez-vous des questions. Hein. Comment les autres ne peuvent pas se développer là-dedans? Posez la question à un agriculteur, il vous répondra. On leur impose même l'heure et la quantité de produits chimiques qu'ils vont déverser. Comment, quand vous avez coupé les blés, que vous ne mettez pas d'engrais verts derrière, vous avez déjà fait le test de vous allonger à 40 degrés sans bouger une seule journée? Vous êtes comment à la sortie de la journée? Il n'y a plus personne, hein. Cramé. Mais oui. Et c'est pareil pour toute la vie du sol. Donc on doit penser à une agriculture qui est régénératrice. La vie donne la vie, on ne doit pas l'oublier. Donc si vous voulez donner la mort, bah vous donnez la mort. La mort donne la mort. Et donc nous, on est dans le schéma de cette vie donne la vie. Voilà. Et c'est ce qu'on va cultiver sur le lieu d'Erin, où on peut nourrir plusieurs familles sur 4000 m² avec de la tomate à profusion, des carottes, des courges, tout ça, ça pousse dans crottin de cheval, ça pousse dans une terre où il n'y a pas de mauvaises herbes. Oui, on peut ne pas les désirer, bah on les enlève, on les met tout de suite au-dessus des autres et puis ça va faire un paillis. Moi, j'ai arrosé 0 pied de tomate, j'en ai 80. Et je vous invite à regarder ce qui se passera sur les réseaux sociaux à la fin de l'été et de voir que je serai obligé de les offrir. J'en aurai trop pour moi. C'est énorme. Rien que l'idée est énorme. Enfin, et le lieu, pour ceux qui sont pas loin de la métropole, vous prendrez contact avec les liens qu'on mettra, mais rien que pour aller voir, ça vous fait réfléchir. Et je voudrais pas terminer le podcast sans parler de cette logique quand je suis venu chez toi, des cochons. Non pas pour les cochons en eux-mêmes, mais la manière dont tu m'as expliqué le cycle avec les cochons. J'ai trouvé ça énorme par rapport au motoculteur, par exemple. Ouais, le motoculteur, en fait, je récupère un terrain et puis j'ai un motoculteur sur le terrain. Je l'ai jamais allumé, je suis incapable d'allumer ces bestioles. Et le voisin, mon voisin, je le cite pas, mais qui lui a un récit ancien chez lui qui est de passer le motoculteur. Motoculteur qui détruit tout le système de mycélium, tout le réseau des trous de vers de terre, tous les vers de terre. Donc c'est quand même un outil de mort, hein, on est d'accord. Qui lui est un peu âgé, il commence à avoir un problème de dos, de cœur, etc. Et il voit que je mets mes cochons, moi, dans des enclos que je bouge. Les cochons, ils retournent tout. Donc nos cochons, Gaston et Suzon, bon là, il y aura certainement plein d'autres arrivants, hein, parce qu'elle est pleine et à mon avis, vers début août, il y aura des vidéos sur les réseaux sociaux, il va y avoir plein de bébés, ça va être énorme. Eux creusent, 75% de leur temps éveillé, ils le passent à creuser. Comme nous, on pourrait le passer sur, par exemple, notre téléphone. C'est ça. Sauf que l'utilité, c'est qu'ils vont creuser, ils vont bouger ce mycélium et surtout, ils vont pas détruire. Ça veut dire qu'ils vont immédiatement réenrichir la terre par leur crotte. Les cochons. Et du coup, cette terre qui est aérée, elle va permettre de redonner la vie à un potager. C'est ce que tu as vu en arrivant chez moi, avec plein de courges dedans, avec plein de... Voilà, et de l'engrais vert que je mets pour ne jamais laisser le sol à nu. Hein, c'est une base de la permaculture. Et ce voisin qui vient me voir à un moment donné, parce que je lui explique ça, qui me dit, mais tu penses que ça serait possible de les mettre dans mon potager l'année prochaine ? Oui, pas de problème. À qui tu avais offert le motoculteur et puis pour finir, on n'aura pas besoin. Et je lui avais offert le motoculteur, exact, c'est énorme. Et il avait tout rénové, briqué, le truc extraordinaire. À un moment donné, je me suis même dit, merde, Seb, t'es dans ton ancien récit. Je me suis dit, putain, j'ai été con de lui offrir. Ouais. Oui. Maintenant, tu sais que t'offres pas, tu dis, je te propose les cochons. C'est ça, c'est ça. Et cette terre de permaculture, quand elle est bien travaillée, alors maraîchage sol vivant, il y a plein de techniques, mais ça rejoint à la même chose, c'est-à-dire j'observe un milieu naturel qui n'a pas été abîmé par l'homme, par exemple une forêt. Et je montrais à mes enfants dans l'Aisne ce week-end, on était dans l'Aisne, donc on était dans un champ avec des détecteurs de métaux pour aller trouver des obus et tout ça. Et puis on grattait la terre du coup, et je leur disais, regardez dans ce champ, regardez les bêtes, observez bien la terre. Elle est sèche, elle est caillouteuse, on voit qu'il y a zéro vie dedans. Puis après, on est allé en forêt, parce qu'il y avait plein de choses là-bas en forêt à trouver. Et en forêt, je leur fais faire exactement la même observation. Et là, il y a la fraîcheur, il y a l'humus, elle est humide, il y a tous les vers de terre. Voilà. Donc, comment on observe un système pas touché par l'homme et on essaie d'être dans le moindre interventionnisme. Ça rejoint un livre que j'avais lu qui s'appelle Le potager du paresseux, que j'ai adoré. En fait, c'est un monsieur qui a un arrêt cardiaque, puis son médecin lui dit c'est terminé maintenant, hein. Motoculteur, la bêche, tout ça, c'est fini, c'est beaucoup trop violent pour votre cœur. Et lui se dit je peux pas m'arrêter, c'est pas possible, c'est ma vie. Donc il invente une méthode
qu'après il rapproche de la permaculture, parce qu'en fait il invente sa propre méthode qui est de dire comment est-ce que je peux jardiner en transat. Ne plus rien faire, en fait. Laissez faire la vie. Parce que la vie, elle est là, elle vous tend les bras. Pourquoi tuer tout ça pour essayer d'intervenir et je finirai avec un ingénieur agronome que vous trouverez assez facilement sur YouTube, qui disait il y a 35 ans, il faisait les premières vidéos qui ont été remises sur YouTube, filmées à l'ancienne. Il expliquait les différences de niveau qu'il y avait entre une forêt et des champs juste à côté, avec cette terre qui s'use, qui appelle à l'aide. Il y a un très beau film qui est tourné dans les Hauts-de-France là, qui s'appelle du ciel à la terre, qui montre les coulées de boue, ce qu'on appelle les coulées de boue. C'est-à-dire comment cette terre devient devient complètement imperméable, va créer les descentes de boue, va créer un plâtre de surface, parce qu'une fois que la terre est imperméable, en fait, elle crée un plâtre de surface qui empêche toute vie de se développer. Je rejoins quelqu'un de chez Bonduel, pour pas les citer, qui est assez haut placé, qui me disait sur nos milliers d'hectares, nos centaines de milliers d'hectares, ça fait 5 ans qu'on perd un quintal en moyenne, donc c'est des termes de rendement, un quintal en moyenne par an. Donc ils ont perdu 5 quintaux sur les 5 dernières années, en moyenne sur leurs centaines de milliers d'hectares, et ça continue. Donc la décroissance, pour le coup, est complètement forcée par la nature. Et du coup, on se pose la question de réinventer nos systèmes. Donc eux sont dedans, à Bonduel, ils avancent très vite sur ça. Ils sont dans maintenant cette agriculture régénératrice qui va permettre d'avoir les mêmes rendements, mais en faisant entrer beaucoup moins de produits chimiques, parce qu'en fait, dans la nature, moi par exemple, je dis aux gens, oui, je fais pipi dans mon arrosoir tous les soirs. Voilà. J'ai pas de médicaments, donc il n'y a pas de problème. Si vous en avez, le faites pas, parce que vous mettez vos matières actives médicamenteuses qui sont très mauvaises pour votre corps, vous les mettez sur les plantes. Mais je fais pipi dans cet arrosoir, je mets de l'eau et je le mets. Et c'est quoi ? C'est de l'urée. Mais il y a 100 ans, cette urée, et là il y a une start-up qui vient de se relancer, qui récolte maintenant les urées. Donc alors toute la difficulté étant qu'elles soient propres, mais pour les redonner aux agriculteurs, parce qu'en fait tout ça c'est gratuit, c'est là, c'est la vie, c'est nous. C'est ce qui était fait en Inde, si je ne me trompe pas, avec ceux des animaux, enfin l'urine des animaux, parce que ils n'avaient pas les moyens pour cultiver le coton et tout ça. Et je ne savais même pas. Voilà, donc, je l'ai vu dans un programme UNICEF, dans une entreprise dans laquelle je travaillais avant, mais je ne citerai pas. Mais voilà, enfin tu vois, c'est une logique. Avant de terminer, on a parlé des produits cosmétiques. Oui. Je pense que c'est important de ne pas passer à côté, et ensuite de parler d'avenir et de comment les gens qui ont adoré ton discours peuvent dire qu'est-ce que je peux faire pour Erin d'une manière ou d'une autre. Super. Les cosmétiques, très simplement, avant de partir sur la VR, j'ai fait plein de tests en cosmétiques que j'ai testés sur plein de gens, mais toujours avec des produits très sains. Il n'y avait pas de matière active de rien. C'était huile d'amande douce, cire, propolis, miel. Miel, cire sont régénérants du derme et de l'épiderme. D'accord ? Le miel, on l'utilise maintenant de façon avérée contre les escarres dans certains hôpitaux, donc on voit bien la capacité qu'il a. Moi, mes enfants, dès qu'il y a une blessure, c'est miel. Il n'y a rien d'autre. Ma grand-mère est tombée, elle s'est fait super mal. Miel. La propolis, c'est l'antibiotique des abeilles. Une ruche, c'est 37 degrés à l'intérieur pour que le couvain puisse vivre. Rappelez-vous, 1500 naissances par jour, 1500 pontes par jour, ça veut dire 1500 fois 21 jours de bébés à entretenir. Donc, il faut beaucoup d'eau. Une ruche, ça boit 2,5 litres d'eau par jour pour donner à boire aux larves. Mais aussi refroidir. C'est-à-dire qu'elles vont mettre l'eau sur les parois de la ruche, ventilée pour créer un climatiseur naturel, parce qu'il faut 37 degrés. Donc, il ne faut pas plus. S'il y a 40 degrés à l'extérieur sur un toit en zinc, je vous laisse imaginer la chaleur. Il ne faut pas plus, il ne faut pas moins. Donc, ça veut dire un développement microbien monstrueux. Ce développement microbien qui est au bout de votre jardin, ou qui est au bout de votre rue, ou qui est au bout de votre ville, il est bon pour vous parce que ces abeilles locales, donc l'apiculteur qui cultive ce miel en local, qui vous le vendra, si vous faites l'effort de le trouver, non pas d'aller dans un supermarché acheter du miel de je ne sais où, mais en fait, elles luttent contre le même microbe que vous. Donc, dans le miel, il y a la même propolis, parce qu'il y a des bases de propolis dans le miel. Cette propolis, qui est des résines d'arbres qu'elles vont chercher, avec leur sucre digestif, elles vont en enduire les parois de la ruche. Et cette propolis, qui est remplie de flavonoïdes notamment, est un super antiseptique, antiviral, antifongique égale eczéma, psoriasis, 16 millions de Français qui sont embêtés. Ça veut dire que quand on met cette propolis dans une crème,
ou qu'on la met en teinture mère, c'est assez compliqué à faire, mais j'expliquerai à ceux qui viendront chez moi, on peut la faire soi-même, et ben en fait, vous obtenez votre antibiotique naturel. 4 ans que j'ai pas un antibiotique qui est rentré chez moi. Je veux plus entendre parler d'antibiotiques, autant que faire se peut. Oui. Il se peut qu'à un moment donné, l'allopathie soit ma dernière ressource. Bien Mais sûr. avant ça, j'ai d'autres ressources possibles dans la nature. Et du coup, on mélange tous ces produits, et puis on a passé des normes cosmétiques. Et du coup, avec cette crème Erin qui est dans des pots biocompostables, en fait, on en offre carrément. On en a offert à la Louvière, on en a offert à la HPVA, on en offre, donc c'est des hôpitaux, voilà, où il y a des gens qui sont atteints de cancer, qui ont des chimios. La chimio, elle a des effets secondaires a priori, je connais pas moi, mais c'est l'assèchement de la peau et puis des sorties eczémateuses. Et du coup, nous, on va les aider à combattre ça avec notre crème. Et puis, alors, les retours qu'on a, ils sont juste, mais ouf. Le directeur d'une grosse école là, du Nord, son fils était rempli d'eczéma. Et puis, je lui parle de ça dans un de nos ruchers écoles. Et puis, il vient le lendemain m'acheter 3 pots. Et puis, miracle sur son fils. Ça faisait 3 dermatos qu'il voyait, avec toujours du diprozone ou du locoïde. C'est les deux matières actives à base de cortisone qu'on met à ces gens-là, qui sont très désagréables, asséchantes, etc. Et là, on a un truc complètement naturel, hyper simple, d'une efficacité mais monstrueuse. Ce qui ne va pas combattre la cause de ces problèmes, qui sont nos stress, qu'il faut là travailler intérieurement. Hein. C'est pas moi, je peux rien faire. Mais donc voilà, on a ces produits-là. Et puis après, le miel, c'est une base de sucre, mais qui n'est pas aussi mauvaise que notre sucre raffiné. Hein. Donc qui va permettre au corps de mieux pouvoir fonctionner. Et puis après, il y a plein d'autres choses, les orties, la sauge, etc. On pourra en parler évidemment, mais c'est des choses simples, gratuites, qui sont données à côté de chez nous dans la nature, et qu'il suffit juste de se baisser pour les cueillir. Ce que tu m'expliquais quand j'étais venu, c'est que tu faisais des infusions, c'est ça, hein? Dis-moi si je me trompe à l'ortie, et puis aussi tu t'en servais comme on va dire d'un légume vert dans des tartes. En fait, l'ortie, c'est la plante où il y a le plus de vitamines, de fer et de protéines dans notre jardin. La seule chose qui est un rempart, c'est de l'accueillir, parce qu'il y a des petites cellules qui claquent et qui vous donnent des choses désagréables. Mais en fait, même ça, c'est bon pour votre corps si vous faites piquer, parce que ça dynamise le flux sanguin. Et moi, je les prends d'une certaine manière, les feuilles, je le montre sur des vidéos sur Internet. Comment faire sa tarte aux orties, comment faire une tarte aux blettes, comment faire après avec l'eau de cuisson. Je la garde, l'eau de cuisson. Je veux dire, on est peut-être un des seuls peuples à être capable de faire nos besoins dans de l'eau potable. Donc, tant qu'à faire, autant réutiliser tout ce qu'on peut réutiliser quand on voit les problématiques de ressources de demain. C'est clair. Pour terminer, je suis une entreprise, je suis une école. Donc, on va dire une école, on va prendre l'exemple école de commerce, du niveau secondaire, études supérieures. Voilà, je vais y arriver. Collège, lycée. Bref, j'ai envie de... J'ai été convaincu par ton discours. Je garde en tête cette idée d'alerte. Comment je peux agir ? Est-ce que on peut venir chez toi, on peut faire appel à toi, comment on peut te contacter ? Enfin voilà, l'idée là, c'est de pouvoir dire tu défends une bonne cause, moi si je peux la mettre en lumière, ça me fait plaisir. Nous, en fait, il faut être d'accord déjà sur plusieurs choses. On préfère être beaucoup plus lent, séduire beaucoup moins de monde, mais séduire des gens qui sont convaincus de 2 choses. La première, c'est que c'est un mode down-top. Donc, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de mon asso, l'ensemble de ma famille, l'ensemble de mes parties prenantes qui doivent mener ces réflexions ensemble. Ça sera beaucoup plus puissant. Une ruche est une démocratie collective. La reine n'a aucun pouvoir à bord d'une ruche. Quand un essaim s'envoie 15 000 individus, il est convaincu par une seule abeille, qui est une des éclaireuses. Donc toutes les parties prenantes ont une mission très importante au sein de la ruche, et elles doivent toutes être consultées. Sinon, il n'y a pas l'adhésion démocratique, la majorité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous, on est persuadés des petits pas. Voilà, on est persuadés des petits pas. Vous connaissez le colibri, évidemment, il y a plein de théories sur tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où 10% de la population française se mettra à faire des petits pas, on aura le point de bascule, on appelle ça. C'est-à-dire que l'ensemble va suivre. Et on pense que le pouvoir public, qui est très important, je rencontrais le président des maires du Nord la semaine dernière, parce que dans les mairies, il y a plein de choses à faire en termes de développement durable, RSE. Et on est persuadé qu'il faut évidemment qu'il y ait le pouvoir politique, mais il ne faut pas tout reposer sur eux. Il faut que nous, on soit capable aussi de montrer l'exemple. Voilà. Et montrer l'exemple, des fois, c'est aller à l'encontre de notre vie et du monde. Voilà. Et c'est par ces petits pas. Si les gens sont d'accord avec ça, alors erinvr.com, ERINEVR.com.
Erin, c'est comme la reine, Mhm. pour ceux qui n'auront pas compris. erinvr.com. Et là, vous avez nos coordonnées sur le site et vous nous contactez et ça sera avec grand plaisir. De toute façon, on mettra les liens dans les notes du podcast forcément pour que les gens puissent revenir vers toi. Je vais faire la petite parenthèse. Effectivement, j'ai participé au jeu. Et là, je vais plus parler, on va dire, plus au monde de l'entreprise. Mais je me suis retrouvé à une table avec 10 personnes, 10, 12, je ne sais plus, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Vraiment, je te connaissais toi. Je connaissais une autre personne qui a été à une autre table. Je connaissais personne. À la sortie, on avait l'impression d'avoir vécu un moment de vie où on avait partagé, où on avait rigolé, où on avait pris conscience de certaines choses. Et le jeu, à la fin, alors dans une entreprise c'est un peu différent parce que tu peux construire le plan d'action. Là on était tous des gens, des indépendants, des gens d'entreprise, etc. Donc on a chacun fait son petit plan d'action pour soi. Tu nous as fait réagir et pas tu nous as fait prendre des engagements, tu nous as fait réagir, tu nous as fait choisir à prendre un engagement. Voilà. Et on a tous choisi, les uns après les autres, de prendre un engagement. Et quand on écoute certaines choses qui sont toutes simples, rien que l'exemple de dire, si on prend mon cas personnel, comme ça je vais parler de moi, et pas m'engager pour les autres, mais j'ai un quart d'heure en vélo. Et j'avais tendance à venir en voiture, même les jours où il n'y avait pas besoin. Il y a des fois où tu amènes du matériel à vélo, c'est un peu compliqué. Mais des jours, plein de jours, et là, je réfléchis autrement maintenant. C'est quand est-ce que c'est obligatoire que je prenne ma voiture parce que j'ai du matériel, alors qu'avant c'était l'inverse. C'est allez, quand est-ce que je vais prendre mon vélo? Et je vois le bénéfice à moyen terme, c'est que le matin quand vous vous baladez, donc là moi j'ai la chance aussi d'avoir une voie verte, donc on dit bravo aussi aux bonnes petites initiatives dans le Nord. Je me balade avec et j'ai un moment d'oubli, alors qu'en voiture vous n'avez pas de moment d'oubli, vaut mieux pas, enfin il y en a qui en ont, malheureusement ça finit mal, donc ça c'est un exemple. Et l'autre exemple, et je l'ai constaté quand je suis venu chez toi, c'est je suis pas concerné parce que j'ai une cour et j'ai pas de jardin, mais ce que tu expliques en très peu de mots, ce que tu viens d'expliquer avec le blé, mais en disant laissez votre herbe plus longue, vous créerez de la vie en dessous, vous ferez en sorte que ça surchauffe pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tout simple. Et en plus, c'est bien, on tombe moins. c'est toujours le truc, faut que je tonde et tout. Laissez l'herbe longue. Franchement, je l'ai vu chez toi et je trouve que ça a du sens en fait. Et c'est vrai, tu disais un engin de mort avec le motoculteur, la tondeuse c'est la même chose. Et au fond, c'est pourquoi on tond notre pelouse. C'est pour le confort, c'est pour que ce soit beau. Et pour nos anciens récits. Aussi. On a tous nos anciens récits parce que c'est comme ça. Moi, je dis aux gens, cette partie que je tonds, mon épouse voulait que je tonde. Et puis, c'était OK. Elle voulait que je tonde plus. Ça, c'était pas OK. Tu veux dire que chez toi, tu as un morceau qui est tondu voilà. de ton genre. Et en fait, j'ai une forme de satisfaction quand je tombe. Et ça, c'est mon ancien récit. Ouais. Et il faut le déconstruire et reconstruire le nouveau. OK. Et donc, si vous êtes des collèges et autres, vous pouvez faire travailler entre guillemets vos élèves à la transmission et ce sera les meilleurs pèlerins, les meilleurs ambassadeurs, c'est sûr et certain. Moi je le constate juste un peu à regret avec mes enfants, mais je me suis dit mince, ils auraient pu être justement cette génération-là, donc c'est pas encore perdu, ils ont 15 et 14, mais voilà, il y a déjà une étape qui est passée pour eux, donc n'hésitez pas si vous entendez parler de ce genre d'initiative. Donc les entreprises, elles peuvent financer l'association, même si elles veulent pas faire d'action RSE parce que elles peuvent faire le jeu, tant qu'à faire, elles ouais. le payent, et puis nous, ça nous aide à financer une école, donc en fait, ça a éveillé quand même les collaborateurs. Bien L'idée sûr. du jeu, c'est de repartir en comprenant qu'est-ce que le mot RSE. Et au début du jeu, on comprend que même des gens qui se disent très éveillés à la RSE, quand on leur demande de citer 5 des 10 fondamentaux de la RSE, il n'y a plus personne. Mais oui. Donc c'est intéressant de savoir que le RSE, c'est pas que l'environnement et prendre son vélo, c'est bien plus profond que ça. Bien sûr. Et ce qui est important aussi à rappeler, c'est, tu l'as dit, mais moi je vais réinsister dessus, tu es une association reconnue d'utilité publique. Enfin, Erin est reconnue d'utilité publique, donc ce qui dépense, une partie va permettre de défalquer des impôts. C'est reconnu d'intérêt. D'intérêt, pardon. J'ai dit utilité. C'est le cran d'après utilité. On l'aura peut-être dans un. Tu vois, je suis déjà dans la question de l'avenir. Tu vois, c'est. Mais oui, il y a la fiscalité avantageuse aussi à nous faire des dons donc, si les gens le voulaient. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Pour terminer, est-ce qu'il y a
des projets d'avenir, des idées dont tu peux parler, bien sûr. Hein. Si on n'a pas, on s'arrête là et ça sera déjà pas mal et on aura déjà bien parlé. Mais est-ce qu'il y a des projets moyen-long terme ou un appel particulier à un type de population dont on n'aurait pas parlé ? Nous, on croit beaucoup aux écoles, en fait, parce que c'est l'entrepreneur et le salarié de demain à l'école. Oui. Donc, en fin de cursus, c'est génial. On a vu que certains étaient vraiment convaincus et qu'ils étaient vraiment porteurs déjà avant notre jeu d'un message clair. Donc, c'est fabuleux pour se dire, bah oui, le monde va avancer vite. Et après, pas d'appel particulier, sauf si vous êtes dans un collège-lycée et non pas une école supérieure et que vous vouliez jouer avec notre casque qu'on lancera au CIMAPI, donc au Salon international de l'apiculture à Avignon en novembre. On sort un casque qui permet de vivre une année d'apiculture et un rucher école en moins d'1 heure. Wow. Voilà, et donc faire sauter cette contrainte qu'on vient d'expliquer, où par exemple sur les Hauts-de-France, il y a 2 ruchers écoles sur la ville de Lille, et que c'est largement insuffisant à pourvoir le papa de ce jeune enfant de 11 ans qui m'appelait en baissant les bras en disant mon fils voudrait, mais il n'y a rien en fait. Donc cette vocation qui est là, on l'enterre immédiatement. Et en fait, moi je pense qu'il ne faut pas l'enterrer. Donc notre casque va servir à ça. Je ne sais pas, ça marchera, mais on est soutenu par le SNA et puis on va essayer. Ouais. De toute façon, faut oser. Hein. Faut oser, voilà. C'est déjà le premier truc. Écoute, Sébastien, vraiment merci. J'avais pas de doute sur le fait que ce podcast serait hyper riche et hyper intéressant. Je pense que je pourrais te laisser le micro et tu pourrais me parler pendant encore 2-3 heures. Et moi, je serais encore passionné parce que c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Et ce que j'aime bien, c'est que tu le fais avec conviction, mais tout en respectant les autres et en disant voilà, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement on a aussi des gens qui nous disent il faut. Le il faut, il marche pas chez les gens, c'est comme le négatif avec le cerveau. Donc vraiment merci et c'est toujours un plaisir de partager. Je pense que c'est que le début, mais vraiment le fait de t'avoir reçu dans le podcast et d'avoir par le son, parce que c'est ça aussi la force. Moi alors, je le réécouterai parce qu'en live comme ça, mais j'ai l'impression que tu m'as fait des petits tutos sans le savoir. Vraiment, il y a des petits trucs sur le ver de terre et autres. Voilà, et je pense que ça, c'est utile même pour les plus jeunes et pour de temps en temps aussi les enlever de l'écran en tant que tel et de les remettre avec le son et de mieux capter aussi certaines choses. Donc, merci beaucoup. Merci pour tes podcasts et merci pour l'interview, Frédéric, c'est sympa. De rien. Très bonne journée à toi. Bonne journée, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.